Donc, pour en revenir, et pour bientôt conclure quand même, parce que pour en revenir à ce métier de raconteur d'histoire, toutes ces questions-là, en fait, techniquement, pour moi, elles sont techniquement importantes. Un exemple, c'est quand je me suis retrouvé à bosser sur le mythe de Merlin. Ça n'a pas été simple. Parce que autant pour les mythes grecs, il y a un Jean-Pierre Vernant en qui je donne toute ma confiance, qui a passé sa vie à les étudier, et puis personnellement je me sens une communauté de pensée, autant pour Merlin, waouh, aucun universitaire de confiance. On a soit des médiévistes qui sont bloqués sur la période post-13e siècle, Amour courtois et compagnie, mais que tout ce qui est structure mythologique des sociétés, ça repasse loin au-dessus. Soit on a des cétisans qui ont tellement la manie de lever leur petit drapeau cétique toutes ces 2 pages, qu'en termes de confiance, moyen. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, quoi. Il y a plein de versions. Alors, j'ai pris le temps, j'ai passé du temps à trouver tout ce qui pouvait se trouver en plein de versions. Et juste, on va prendre un exemple, c'est la naissance de Merlin. Vous souvenez-vous de qui Merlin est l'enfant? Le diable. Ouais. Le souvenir, dans 90% des cas en France, c'est Merlin est fils du diable. Alors d'abord, c'est pas vrai, c'est fils d'un démon. Démon incube. Et ben voilà, là on va pouvoir se retrouver à transmettre 2 visions du monde. Merlin, fils d'un démon incube et de jeune jouvencelle. En fait, c'est une jeune fille, chaste et pure, qui passe son temps avec monsieur le curé en prière, mais sans les forces démoniaques. Alors le bon curé lui explique qu'il faut qu'à chaque fois qu'elle s'endorme, qu'elle laisse une petite chandelle allumée. La clarté repoussera les forces d'obscurité. Mais bon, un soir, elle s'endort très en colère contre sa sœur, parce que sa sœur, elle n'avait pas le même caractère, elle passait ses soirées avec moult beaux chevaliers taquins. Enfin bon, elle est en colère, elle oublie la chandelle, et du coup, un démon incube en profite pour venir la visiter. Merlin naîtra de cet esprit diabolique, et c'est ainsi qu'il aura connaissance des choses de l'avenir. Mais Dieu, reconnaissant la chasteté et la pureté de la mère, lui donnera aussi connaissance des choses du passé. Ainsi, Merlin marchera sur ce fil tendu entre le bien et le mal, entre les hier et demain. Ça, c'est post-13e siècle. Ok? Au XIIIe siècle, en France, arrivent 2 choses qui étant de leur hégémonie. La pensée aristotélicienne, la pyramide, on découpe le monde entre supérieur et inférieur, on ne va pas s'en dépêtrer, et le droit romain. Brusquement, la femme perd tous ses droits. La femme, qui, plus tôt dans le Moyen-Âge, pouvait diriger une cité entière, être maître artisan, qui parfois combattait parmi les troupes de mercenaires, du jour au lendemain perd tous ses droits. Il y a beaucoup d'historiens qui datent la naissance, la prénaissance du capitalisme au XIIIe siècle, de par la perte des droits de la femme, qui va juste devenir l'esclave destiné à assurer la création de main-d'œuvre, et l'organisation du travail dans les monastères avec le découpage du temps. Bon, après, il y a une autre version de Merlin qui est beaucoup plus ancienne. C'est Godefroy de Monmouth qui, au XIe siècle, nous la transmet. Où c'est une jeune princesse bretonne qui, en se promenant dans la forêt, voit un arbre magnifique. Elle décide de s'y endormir. Et dans ses rêves, vient un beau jeune homme. Pas en marchant, mais en flottant délicatement dans les airs, qui lui caresse longuement les cheveux et qui on va pas faire de dessin. Quand elle se réveille, elle se rend compte que dans son ventre, une graine a été posée. Et ainsi, Merlin va naître d'un esprit fée. Au XIe siècle, Godefroy de Monmouth collecte les mémoires du mythe celtique. Les peuples celtes, c'était des peuples de la terre vivante. La magie, il n'y a pas de problème. La magie, il n'y a pas de problème. La femme, c'était des sociétés matrilinéaires. L'époque du Haut Moyen-Âge où une femme pouvait combattre l'épée à la main. On est dans vraiment une autre forme de pensée. Et voilà, comme un ego, quand je raconte Merlin, je me retrouve là face à un choix. Tant que faire se peut, s'il est conscient, c'est pas plus mal. Parce que soit innocemment, par cette petite histoire rigolote, je vais transmettre un monde de la terre vivante, un monde de l'égalité entre tous. En plus, ces vieux mythes celtiques, vous vous souvenez des chevaliers de la table ronde? C'est pas pour rien qu'elle est ronde, la table. Hein. C'est
pour marquer l'égalité entre chacun. C'est un souvenir de l'organisation politique des Celtes, qui, on a très peu de traces, mais apparemment était très proche de l'organisation politique des Sioux. Chez les Sioux, il y a un chef. Mais en fait, ce chef, c'est juste celui qu'on considère comme étant plus malin, donc on écoute ses conseils. Quand le chef dit « on va au nord », si j'ai envie d'aller au sud, je vais au sud, et puis tous ceux qui veulent me suivre. Il n'y a aucun pouvoir de coercition. Donc soit je raconte ce monde-là, et Merlin est fils d'un esprit fée, soit je raconte Merlin étant fils d'un démon incube, et c'est le monde de l'inquisition, le monde de la chasse aux sorcières, le monde de la femme qui a perdu tous ses droits, le monde du capitalisme que je raconte. Comme quoi, des fois, raconter une histoire, c'est peut-être pas si simple. Il faut peut-être faire attention, parce qu'on dessine le monde avec nos mots.